is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. D'ici et d'ailleurs, avez-vous remarqué à quel point le Canada, et tout particulièrement le Québec, exerce un pouvoir d'attraction hors de ses frontières? Alors si vous écoutez ce podcast, oui, vous l'avez remarqué. Mais pourquoi ça donc? Pourquoi ce pays dont on sait finalement peu de choses nous attire autant? Par exemple, je me souviens très bien d'un ami d'enfance qui, alors que nous avions 16-17 ans, m'expliquait déjà avec force conviction que plus tard, il rêverait de venir vivre au Canada. Et alors clairement, à l'époque, c'était pas sous l'influence des réseaux sociaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je me demandais bien quelle mouche avait pu le piquer. Puis en grandissant, j'ai vite constaté qu'il était loin d'être le seul, et j'ai moi-même chopé le virus. Bon, je vous l'accorde, choper le virus, c'est peut-être pas l'expression la plus opportune par les temps qui courent. En même temps, c'est plutôt sympa de se rappeler qu'il y a des virus plus sympas que d'autres à attraper. Et le virus du Québec et du Canada, de mon point de vue, est quand même plutôt très sympa. Il se trouve que quelques mois avant moi, il a réalisé son rêve. Il habite aujourd'hui avec toute sa famille dans le New Brunswick. Et mon ami, si tu m'écoutes, je t'embrasse, tu me manques. C'est un fait. Le Canada plaît, le Québec attire, mais le Canada rayonne aussi. Nombre de ces vedettes que vous connaissez, que ce soit en France comme aux États-Unis, sont canadiennes. Par exemple, je l'ai appris en préparant l'émission. Saviez-vous que Mylène Farmer est québécoise? Ah, étonnant, non? Le patron d'Air France, une entité, quelque chose de très important pour nous, Ben Smith, il est canadien. En fait, le Canada est partout. Il est tellement partout qu'il est même sur Mars. Le pilote du robot Perseverance est une pilote. Elle s'appelle Farah Alibay et, vous l'avez deviné, elle est québécoise. Bref, plus j'apprends à découvrir ce pays, plus je trouve qu'il existe une dimension internationale très forte. Et cette dimension, elle est d'autant plus intéressante qu'au Québec, elle se marie avec un ancrage social et culturel plus fort encore, hyper volontariste. Bref, le Canada est définitivement une terre de contraste. Alors pour en discuter, il me fallait forcément quelqu'un qui incarne cette dimension. Qui de mieux que celle qui, chaque jour depuis 2017, porte la voix du Canada tout entier dans l'Hexagone. Aujourd'hui, nous avons la chance de jaser avec Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Bonjour Madame l'ambassadrice.
Bonjour Jean-Michel, quel plaisir d'être avec vous. Oh bah moi ça me fait, c'est un honneur, c'est un plaisir aussi partagé, et c'est un rayon de soleil. Isabelle, le Canada, terre de contraste. Mm-hmm. Et je dis des bêtises? Pas du tout. Non, mais pas du tout, Jean-Michel. Et je suis heureuse qu'on parle du Canada, même si le blog propose une compréhension en détail de la fibre québécoise, parce que, Jean-Michel, je suis de celles qui croient que pour comprendre le Québec, il faut connaître le Canada. Et j'ai choisi mes mots, Jean-Michel. Oui, j'ai bien compris. Pour comprendre le Québec, il faut connaître le Canada ou l'histoire du Canada. Et donc, je suis d'accord qu'il y a des contrastes et je suis prête à en discuter. Peut-être, wow, pourquoi pas en débattre. Oui, quand même. Mais c'est vrai. Enfin, sur ce que j'ai pu moi constater, lire ou apprendre, j'ai enregistré une émission sur l'histoire avec Éric Bédard, et j'y fais souvent référence. On en discutait un petit peu juste avant. J'ai lu le Code Québec de Jean-Marc Léger et Monsieur Nantel. J'ai oublié son prénom. Jacques Nantel. Et c'est vrai qu'ils le précisent très bien, notamment dans le Code Québec en introduction. Ils disent, OK, on va s'intéresser aux Québécois, mais sachez une chose, 71%, on va dire, de l'ADN québécois est strictement identique à l'ADN des Canadiens. Ouais. Voilà. Donc, vouloir faire le portrait des Québécois en disant, on va juste s'arrêter à cette province et oublier tout le reste, bah, c'est passer à côté de 71% de ce que sont les Québécois et de ce qu'est forcément cette province. J'ai toujours été d'accord à peu près sur tout ce que Jean-Marc avance. Parce que ce qu'il y a de magnifique avec Jean-Marc, c'est que ses arguments sont presque toujours chiffrés. Alors, c'est l'avantage du sondeur. Exactement, mais il arrive toujours avec des arguments extrêmement bien étayés. Mais vivant en France depuis 4 ans, et c'est mon 2e séjour en France, j'ai vécu en France dans les années 90 également pour un peu moins de 2 ans. Je le constate beaucoup plus cette fois-ci. Il y a une chose que je dis aux Français et aux Françaises et également aux Canadiens, Canadiennes, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on partage la même culture. Et ça, c'est aux francophones que je dis ça. Parce que, Jean-Michel, on se retrouve beaucoup plus et beaucoup mieux à la maison lorsqu'on est en Grande-Bretagne que lorsque nous sommes en France. Les Canadiens, incluant les Québécois. Parce que cette base de 70-71%, c'est nos références culturelles qui remontent, mais disons que le 29% du Québécois et de la Québécoise pèse probablement plus lourd que le 71% dans certaines situations. Dans certaines situations, mais c'est vrai qu'en arrivant, l'une de mes surprises, alors c'est étonnant parce qu'il y a des choses qu'on sait sur le Canada et qu'on n'imprime pas. C'est-à-dire qu'on m'avait parlé du Commonwealth. Oui, je l'ai appris à l'école, le Commonwealth, mais bizarrement, c'est quelque chose que j'ai zappé, ce rapport à la Grande-Bretagne. À la reine. À la reine. Et quand j'arrive ici, qu'est-ce que j'apprends? En fait, c'est une, alors, est-ce que je vais dire monarchie parlementaire fédéraliste? Voilà. Mais monarchie avec une reine qui s'appelle Élisabeth II, dont le portrait sur certains billets de banque qu'on utilise tous les jours. Voilà quelque chose que j'avais complètement zappé. Effectivement, le Commonwealth. Le rôle de gouverneur général au Canada. Ouais, c'est fou. On en parlait d'ailleurs très récemment au Québec, en tout cas. Je ne sais pas si la question s'est posée, mais je crois qu'en cas s'il devait lui arriver malheureusement, ça entraînerait un deuil national où tout serait fermé pendant plusieurs jours, et le Québec envisage de passer une loi ou quelque chose pour s'épargner ça. Bon, on est toujours dans on est toujours dans ce sentiment plus ou moins séparatiste parfois, voilà, mais en tout cas, du coup, c'est une réalité qui m'est revenue aux oreilles alors que j'avais complètement zappé au moment de choisir
mon projet d'immigration. Voilà, c'est vraiment important. Et en même temps, le Commonwealth, quand on regarde, dont le Canada est forcément l'un des grands morceaux, je trouve que ça illustre bien la dimension internationale. Nous, Français, puisque je suis français, même si le podcast s'adresse à tous les francophones, mais c'est vrai qu'on est assez centré, auto-centré sur l'Hexagone. Alors, on a nos fiertés avec... Assez. Oui, assez, hein, quand même. Ouais. Je le confirme. Bon, on a quand même nos petites fiertés dans les dom-toms et tout ça et tout. Mais enfin, bon, on est quand même très nombrilistes comme jeunes gens. Voilà. Et le Canada fait partie d'un ensemble qui va de la frontière ouest canadienne et on pousse de l'autre côté de l'Hexagone, de l'autre côté de l'hémisphère et on va jusqu'en Australie. Quand je parlais de rayonnement international, est-ce que le fait de faire partie d'un tel ensemble, on va dire inscrit dans les gènes des Canadiens et par définition aussi des Québécois, cette capacité à rayonner à l'international? Je sais pas si pour le Canadien ou la Canadienne moyenne, cet élément fait une grande différence. Je pense plutôt, Jean-Michel, que notre besoin de rayonner, notre facilité à rayonner à l'international, c'est pas nécessairement un besoin vital, mais notre facilité à rayonner vient du fait que, parlons du Canada, là, le Canada est le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Comme territoire, vous le savez, là. Je me suis renseigné, je l'ai vu. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que moi, de partir de Montréal, c'est plus court pour moi d'atterrir à Paris que d'atterrir à Vancouver. Alors, je trouve que l'image est bien, voilà. Mais cela étant, on a un immense pays qu'on occupe à, j'ai le goût de vous dire 15%, au sud, extrême sud du pays, et on a besoin pour faire rouler, pas seulement l'économie, mais entre autres faire rouler l'économie du Canada, on a besoin du monde extérieur. On a besoin d'exporter parce que on produit énormément de matières premières. Mm-hmm. On a beaucoup de ressources et je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Michel, mais on n'a pas de grande famille au Canada. C'est-à-dire que ça fait plusieurs générations, de génération en génération, le nombre d'enfants par famille diminue. Effectivement. Là, on est à peu près, on a remonté à peut-être 2 points quelque chose. Ça me fait toujours rire parce que je voudrais pas être l'enfant qui est le point quelque chose. C'était une vieille blague de Coluche quand on disait que la moyenne en France était 2,3 enfants par famille. Il disait, moi j'en ai fait 3, j'ai toujours pas trouvé la virgule. Alors, donc, on a besoin de se tourner vers le monde extérieur pour faire rouler notre pays. Et je vous le dis là, avec beaucoup plus de conviction, après 4 ans de vie en France, où on vit beaucoup plus l'un et l'une sur les autres, parce que votre pays est très petit en superficie. Alors ça, c'est vrai. Je fais juste, quand j'ai pris mes renseignements sur le Canada hier, ça a été dit il y a 2 secondes, le Canada, 2e plus grand pays du monde, mais avec, alors, mes chiffres étaient peut-être pas super à jour, 38 millions d'habitants. Vous êtes pile poil. Ok. La France est juste en territoire 15 fois plus petite que le Canada. On est 41e en surface et pourtant c'est 68 millions d'habitants. La densité, c'est 4 habitants au kilomètre carré au Canada, 104 en France. En France. Effectivement. Et là, en France, en plus, quand on ajoute que annuellement, hors pandémie, on accueille le même nombre d'habitants en touristes. C'est-à-dire que annuellement en France, on y accueille 70 millions de touristes, dont 60% débarquent d'abord et avant tout à Paris. Alors, et le tourisme en France, encore une fois, hors pandémie, c'est 12 mois par année. Oui, c'est vrai. Alors, la densité, elle n'est pas seulement liée à la population, mais aux populations, c'est-à-dire que la population française et ceux et celles
nombreux sont les Canadiens qui comptent parmi les 70 millions de touristes. C'est l'une de nos destinations favorites. Mais donc, nous au Canada, on n'a pas cette réalité et on doit se tourner vers le monde extérieur pour ne serait-ce que commercer et également s'exposer. On est curieux de nature, je dirais, particulièrement au Québec. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai pu beaucoup voyager dans pas mal de pays du monde et très souvent, j'ai rencontré des Canadiens et des Québécois, notamment des Québécois, et j'ai toujours été halluciné par la réaction, j'allais dire presque pavlovienne, des gens quand ils découvrent qu'ils ont un interlocuteur canadien ou québécois. C'est presque physique. Il y a un sourire, une connivence immédiate qui s'installe. Un capital de sympathie. C'est exactement ça. Quand le Français que je suis se présente, les yeux se lèvent, il y a un côté un peu admiratif, mais admiratif distancé. C'est « Oh, Paris, la France, la culture, la gastronomie ». Oui, mais les Français, t'en parles pas. Voilà, il y a un prestige du pays. Alors que le Canadien qui se présente et le Québécois encore plus qui se présente, on a l'impression qu'il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, qu'on l'a déjà invité à dîner, à souper à la maison. C'est un ami. Il y a un capital sympathie qui est très étonnant. Ouais, qui est admiré, qui est apprécié. Ça m'arrive à tous les jours. Aussitôt qu'on entend le timbre de ma voix chantante, mon accent, ou le drapeau du Canada, ou que je donne mon titre, toutes les limites tombent. Parce que, bon, Jean-Michel, vous le savez, les Français aiment habituellement sauvegarder une distance. C'est sûr. Il faut du temps. C'est peut-être le fait que vous vivez tellement à proximité physiquement. Mais aussitôt que c'est le Canada, oh là là, c'est... Parce que d'emblée, ils nous connaissent chaleureux, on touche, on sourit. C'est ça. Et puis, moi, j'explique toujours que les Canadiens, je vais dire les Canadiens, notre façon de voir l'autre, c'est de lui accorder dès le départ notre confiance, en laissant à l'autre le risque de peut-être perdre notre confiance. Donc, le fardeau est sur l'autre pour garder cette confiance-là. C'est ça. Ici, c'est l'inverse. Chez vous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Après ma 4e année, bon, j'ai des amis, j'ai des connaissances et j'avais le titre et j'ai encore le titre pour faciliter ces rencontres et tout. Mais disons que la confiance, elle n'est pas immédiate. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, le fardeau nous revient, non pas de perdre cette confiance-là, mais de la nourrir et de l'espérer. Dans la première émission, c'est un des points dont on discutait avec Irène et Marielle Lumineau, les sœurs Lumineau, où elle disait, j'étais assez d'accord avec elle, parce que ça correspond à ma brève expérience pour l'instant, à savoir que effectivement ici, on est accueilli avec un a priori positif. C'est-à-dire que d'emblée, moi je l'ai vu tout de suite avec mon entourage, on me connaît pas, mais on va considérer que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de fréquentable, quelqu'un de sympathique, quelqu'un digne de confiance. Et entre guillemets, je pars avec un a priori positif et éventuellement, si je me comporte mal, je vais commencer à perdre des points et puis arrivera ce qui arrivera. Par contre, la difficulté, c'est autant l'accueil est très chaleureux et immédiat, mais arriver à rentrer dans la sphère privée est quelque chose de plus compliqué. À l'inverse, en France, l'a priori par rapport à l'étranger en général, ou j'allais dire même par rapport à l'autre. Moi, on en discutait, je viens d'un tout petit village. Quand je suis arrivé dans ce tout petit village, qui était pourtant le village de ma maman, j'avais 7 ans. On venait d'une autre partie de la France où papa travaillait. D'une certaine manière, on revenait à la maison.
Et pourtant, il y avait un côté, on est l'étranger. Il a fallu du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Par contre, une fois qu'on fait partie de la famille, une fois que on a réussi, entre guillemets, à se battre contre l'a priori négatif qu'on nous pose au départ, c'est un peu une lutte, hein. Mais une fois qu'on y est arrivé, là, c'est toutes les sphères qui nous sont l'aspect personnel, comme voilà. Donc, c'est vrai que le mode de fonctionnement, il est, j'allais dire, presque complètement opposé. Je me demande si c'est pas un legs un peu judéo-chrétien. Vous le voyez probablement, Jean-Michel, ça fait peut-être pas assez longtemps, puis là, la pandémie complexifie un peu. 2-3 trucs, oui. 2-3 trucs, mais surtout la prise de conscience sur le terrain, comment on vit et tout. Mais vous le savez beaucoup, si vous vous intéressez au Québec, entre autres, vous connaissez le poids de la religion catholique, particulièrement chez les francophones. Hein? Et il y a eu beaucoup, j'allais dire que c'est une valeur, la pudeur chez les catholiques, mais c'est pas nécessairement une valeur, mais c'est une pratique et tout. Il y a peut-être ce restant-là, Jean-Michel, puis là, je fais de la grosse philosophie en bon québécois à 5 cents, là. Mais il y a peut-être ce legs-là ou ce résidu. Mais moi, je suis d'accord avec vous. On a des contrastes et des fois des contraires sur l'extrême chaleur qu'on dégage à l'accueil et cette pudeur qu'on se réserve. C'est ça. Ouais. Enfin, moi, ça fait 7 mois maintenant, 7-8 mois que je suis là. Alors c'est vrai que le contexte pandémie complexifie beaucoup de choses, que là pour le coup c'est même pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller chez les autres, mais c'est vrai que voilà, il y a ce petit restant là de presque de protection. Ouais. Mais ce qui vous aide, puis je connais pas du tout votre situation personnelle, mais parce que j'ai écouté certains de vos podcasts, je sais que vous êtes arrivé en famille. Ce qui va vous faciliter l'intégration complète, c'est vos enfants. La cour d'école. Ah bah oui, mais ça quand elle va reprendre et quand les activités vont reprendre, et peu importe là, même en plein centre-ville de Montréal ou en banlieue, les enfants à l'école rapprochent beaucoup les familles. Ouais, ça c'est universel, je crois. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment universel. Mais c'est étonnant hein, parce que sur les 8 mois où toute la famille est ici, où on est clairement en confinement ou semi-confinement, très étonnamment, on ne se sent pas seul. J'ai essayé à un moment donné d'imaginer ce qu'aurait été mon quotidien si j'avais dû arriver dans un village ou dans une autre ville en France à peu près à la même période. Je suis pas persuadé que ça aurait été plus facile ou très étonnamment là, je ne sens pas d'isolement. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment une terre de contraste. Même pour tout le reste, c'est-à-dire que plein de choses que j'aime tellement, les bars, les restaurants, les théâtres, et puis moi qui adore la culture, quand on vient ici, c'est Disneyland quoi. Il y en a partout, sauf que là tout est fermé, donc tout pourrait être réuni pour être aigri, être malheureux, et très étonnamment, le contexte général fait qu'on se sent bien. Il y a un autre élément qu'il faudrait probablement discuter pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne le savent pas, et je suis à peu près convaincue que vous le savez, mais je parlais de la grandeur de notre territoire, que nos familles sont à 1,9 ou 2,3 bébés, peu importe, le 0,9 ou le 0,3. Je parlais de commerce, de s'ouvrir au monde, mais pour continuer, nous, à croître comme pays, un élément important est l'immigration. Et ça, c'est un autre contraste avec la France quand on parle d'immigration. Mais en même temps, le Canada a des immenses océans qui sont des frontières très efficaces pour
l'immigration illégale. Nous avons qu'une frontière commune avec un autre pays. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec la France et l'Europe, mais nous, l'immigration fait partie de notre succès. Nous annonçons à chaque année le nombre d'immigrants qu'on veut recevoir au pays et on divulgue les 10, 12, 15 critères qui donnent aux immigrants plus ou moins de chances d'être acceptés. C'est très transparent. Très transparent, ce qu'on appelle l'immigration sélectionnée. Et cette immigration, elle est sélectionnée, entre autres, sur nos besoins économiques. Donc, quand un immigrant arrive au Canada, la personne a beaucoup plus de chances de rapidement atteindre une certaine autonomie parce que on l'a choisi, entre autres, en lien avec besoin de main-d'œuvre, et on ne laisse pas nécessairement complètement le choix du lieu où cette personne va s'installer. C'est qu'on choisit la province également. Donc, les objectifs il y a des objectifs canadiens, mais qui sont bien identifiés pour chacune des provinces, et l'immigration francophone en fait aussi partie de cette stratégie, et on s'assure d'attirer des francophones pour partout au Canada. Le point que je veux faire ici, là, je fais un long détour à votre commentaire, c'est le savoir-vivre ensemble. C'est que vous arrivez à Montréal, je suppose que vous êtes à Montréal. Là, je suis en Rive-Sud, je suis à Saint-Constant exactement, j'ai rien à cacher. Voilà. Okay. Alors moi, je suis native de Beauharnois. D'accord. Châteauguay, Beauharnois. Ouais, donc, juste à côté. Juste à côté. Donc, quand arrive, entre guillemets, un étranger, non pas un étrange, mais un étranger, ça surprend pas, ça ne choque pas, parce que au quotidien, dans nos entreprises, dans nos services de proximité, dans nos quartiers, nous côtoyons une mixité de gens. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait que l'accueil est très sympathique. On s'intéresse à vous, Jean-Michel, parce que c'est Paris, c'est la France, mais c'est pas comme un étrange qui vient de se... Ils n'ont pas barré les portes à double loquet parce qu'il y a un étrange qui vient de s'installer. Alors, ça aussi, c'est un élément important. Dans mon cas, ça a même été plutôt l'inverse. J'ai plutôt l'impression que les portes, elles étaient ouvertes, mais grandes ouvertes, quoi. Ouais. Oui, l'accueil, le rapport à l'étranger est complètement différent. Et effectivement, l'immigration, dont je me souviens, c'était il y a pas si longtemps, j'habitais encore en France, mais juste le mot immigration est un repoussoir, un nœud à polémique. Enfin, l'homme politique ou la femme politique qui prononce le mot met le doigt dans un engrenage et plus rien n'est contrôlable. Ici, c'est prononcé, c'est assumé, c'est discuté, c'est discuté. Il y a des débats, faut pas se leurrer. Il y a des débats, mais alors c'est un mot comme les autres. C'est pas un souci, c'est un fait, Mais il y a un côté très pragmatique. Ouais, mais moi je vous suggérerais dans un de vos podcasts d'interviewer ces nouveaux Canadiens et l'une que je vous propose, je vous le dis parce que je l'ai fait venir ici à Paris pour parler d'immigration et de réfugiés, et c'est Kim Thuy. Donc Kim est vietnamienne. Elle est arrivée par bateau il y a une 30aine d'années avec sa famille. Maintenant que vous connaissez le Québec, imaginez-vous, là, vous venez de passer plusieurs semaines sur une mer houleuse, là, de façon figurée et réelle, avec des personnes qui ont perdu la vie. On peut s'imaginer l'horreur, là. Et en plus, elle partait d'une semi-dynastie au Vietnam. Tout ça pour dire que elle arrive ici, et de la façon qu'elle le raconte va être encore plus percutant que moi, mais Kim arrive au port de Montréal et finalement, ils amènent toute la famille à Grand Bay. OK. Aidez-moi, Jean-Michel, là. Pour les Français et les Françaises, Grand Bay serait comparable à... Oh là là, c'est petit. Grand Bay, c'est combien d'habitants, Grand Bay, à peu près?
30 000. 30 000. Qu'est-ce qu'on va trouver comme ville à 30 000 habitants? C'est Angoulême. Ben, c'est ça. Mais encore le centre-ville d'Angoulême. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que je cherche la population parce que s'il y a des gens de Granby qui m'écoutent puis que j'ai pas dit bon chiffre. Ah ben, le double, 66. Du coup, Angoulême, on est pas mal, je pense. OK. Mais c'est quand même à presque 1 heure de route de Montréal. C'est pas un centre urbain, c'est vraiment en région. Et Kim explique la qualité de l'accueil, la transformation qu'elle a dû faire, mais avec l'aide de tout le monde dans ce village, que personne a jugé d'elle et de sa famille, quoi que ce soit. Et j'essayais d'avoir ces conversations avec les autorités françaises et je me disais que la meilleure façon d'ouvrir cette conversation, c'était de faire un témoignage. Donc, Kim Thuy, elle a étudié en traduction, elle est traductrice, elle est avocate, elle est restauratrice, elle est autrice. Elle mesure pas, comme on dit au Québec, elle mesure pas 5 pieds. C'est une bombe d'énergie. Et si vous voulez creuser ce savoir-vivre ensemble et tout l'élément de l'immigration et l'importance de l'immigration dans notre culture, je vous la suggère, vous allez passer un moment. On va s'arranger pour rentrer en relation avec elle. Convaincue qu'elle va dire oui d'un coup. Voilà, en tout cas, le parcours, et c'est vrai que j'ai pu remarquer, même si finalement on est en banlieue de Montréal pour diverses raisons, mais lorsque on a cherché notre lieu de chute, plus on s'éloigne, plus on s'enfonce un petit peu dans les terres, mais effectivement pas très loin. Il suffit juste d'aller à une demi-heure de Montréal et alors qu'on était à Paris, qu'on participait à des salons, on voyait bien que ces communautés urbaines, que ces villes se mettaient vraiment, pour prendre l'expression française, se mettaient en quatre pour nous accueillir. Pour voilà, c'est plus on s'éloigne et plus on a l'impression d'être plus que bienvenu. C'est voilà, on nous explique tout, on nous explique, écoutez, il suffit juste que vous choisissiez de venir chez nous, on va vous trouver la maison, on va inscrire les enfants à l'école, on va venir vous chercher à l'aéroport, on vous fera les premières courses, on va chercher c'est vrai, là. C'est pas une promesse. Ah oui, non, mais j'ai le nombre de témoignages que j'ai pu regarder et les Français sont évidemment au départ, on se dit que c'est pas possible. C'est une joke. Non, c'est pas du tout une blague. C'est vraiment comme ça. L'immigration est vraiment bien accueillie. Vraiment. Moi, je l'apprécie encore plus vivant en France. J'apprécie cette chance que nous avons de bien vivre ensemble et d'avoir appris, sans le savoir, je pense que c'est de l'acceptation. Comment ne pas voir la différence ou comment ne pas la comptabiliser, la normalité de la différence. Bon, là, je parle comme si on était parfait, on l'est pas du tout, là. Non, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout vient du point de départ, l'a priori positif, je trouve, c'est mon sentiment, et c'est ce qui change absolument tout. En France, dans bien des situations, l'a priori négatif prend le dessus dès le départ. Je vais donner un exemple qui est pas dans l'immigration, qui est juste dans l'emploi. Pour plein de raisons, et j'ai été moi-même employeur, mais très souvent le recrutement est perçu comme un risque. C'est-à-dire que la manière de le voir, la manière de l'appréhender initialement est quelque chose de dire attention, ça peut être négatif, je peux me planter, je peux mettre ma société en difficulté, et c'est négatif. Ici,
Alors, le marché de l'emploi est très, 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 très différent, mais là aussi, on est sur un a priori positif. C'est-à-dire que la première remarque, c'est de se dire, j'ai peut-être la chance de pouvoir embaucher quelqu'un de super. J'ai peut-être la chance de pouvoir faire grossir mon entreprise. Alors, c'est certainement possible parce que derrière, il y a des mécanismes très différents aussi pour se séparer d'un salarié si on a des difficultés ou que ça va pas. Mais ce que je veux dire, c'est que au premier contact, c'est toujours le positif qui prend le pas. Et ça évite, pour utiliser l'expression qu'il y a ici, ça évite beaucoup de chicanes. C'est-à-dire que si je veux le dire, en France, on se chicane pour tout et n'importe quoi. C'est un sport national dans lequel, reconnaissons-le, on est quand même pas mauvais. C'est-à-dire que nous, on a le soccer, le football, et on a la chicane. Je pense qu'on écrase à peu près tout le monde sur Terre. Mais ça change fondamentalement la donne. Et dernier aparté pour conclure, qu'est-ce que ça fait du bien à sa santé mentale? Enfin, moi, ça me fait il y a une liberté, je dirais. C'est ça. Ouais. Ouais, Je pense que le mot liberté, on l'associe souvent au Canada avec la grandeur des espaces, mais nous avons naturellement une liberté incarnée en nous parce que, comparativement à la France, nous ne sommes pas une société hiérarchique. On est une société très aplanie, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple. En France, il y a l'équivalent des universités qu'on assume totalement de labeler grande école ou école. C'est vrai, ça. Non, mais quand même, tu sors d'une grande école, t'es présenté venant d'une grande école, ton collègue et ta collègue à ta droite et à ta gauche viennent de l'école. C'est vrai. C'est tellement. Je lisais une statistique aussi qui disait que selon la crèche, donc ce qui est la garderie au Québec, selon la crèche dans laquelle on t'inscrit à ton très jeune âge, on est capable de te dire le pourcentage de chances que tu puisses potentiellement accéder à l'une de ces grandes écoles. Mais il y a une très grande majorité des crèches qui te donnent 0%. Bah oui, forcément. Forcément. Alors qu'au Québec, ce que tu as besoin pour rentrer dans des programmes contingentés qu'on retrouve dans toutes les universités, tu as besoin de démontrer la matière grise, les connaissances, la volonté d'apprendre et l'énergie de t'engager. Et pas vraiment non plus ton budget parce que, vous le savez, l'accès à l'éducation supérieure, bon, il y a un coût, mais c'est quand même pas si élevé comparativement aux États-Unis. Mais jamais on va regarder ton nom de famille. Jamais on va regarder ton lieu de naissance. Jamais on va faire une différence si tu es natif du Canada ou immigrante. Alors, il n'y a pas cette hiérarchisation de la société, ce qui fait qu'on vit beaucoup plus librement. Au Québec, particulièrement au Québec, on peut avoir un diplôme d'avocat et être restauratrice. On n'a pas les étoiles chez nous, mais on peut être restauratrice 2 étoiles et personne va faire un cas du fait que, oh mon Dieu, tu n'es qu'une restauratrice ayant été reçue avocate. Ouais. Alors, il y a plein d'exemples comme ça qui font que cette société beaucoup aplanie dans la hiérarchie, j'allais dire libère la liberté, mais... Et met en avant la personnalité. Mais je trouve met en avant le côté humain. Dans la précédente émission que j'ai fait avec Élise Ledreff, qui est à la Chambre de commerce Montréal Métropolitain, on parlait justement de l'intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail et des difficultés qu'on pouvait rencontrer, notamment dans la rédaction d'un curriculum vitae. Et elle me disait, voilà, l'habitude des Français, forcément, c'est d'arriver avec notre CV français, où on valorise bien le nom de la société, le poste bien ronflant sur lequel on avait, et on valorise les études. Et elle me disait, bah ici, c'est pas comme ça que ça marche. Ici, ce qui compte,
c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as à dire, comment tu l'as vécu, ce que tu as proposé. Les choses à mettre en avant sont complètement différentes, mais complètement différentes. Elle dit, si tu crois que tu vas trouver du boulot ici parce que tu as un super diplôme et que tu as bossé dans une multinationale, tu te fous le doigt dans l'œil. Ouais. On n'est pas du tout dans l'apparat. Ça change. Ouais, Non, ça mais c'est vrai. change. Ouais. C'est l'une société n'est pas meilleure que l'autre, mais et c'est un peu différent si on se promène de province en province. Ça sera plus ou moins important cette liberté. On la ressent pas de la même façon partout cette liberté. Ah oui? Moi, je dois vous dire que dans l'Ouest canadien, par exemple, on vous dira que ceux et celles qui pratiquent le plus de liberté, ce sont les Québécois. Nous, on est reconnus, les Québécois au Canada, comme étant cette société qui est prête à tout essayer, puis avec un sang latin. Bon, c'est en partie vrai. Je dirais que on est plus entêté, on est plus, entre guillemets, indépendant. Là, je vais faire rire les Québécois. Mais on se rend dans les 3 provinces de l'Ouest, donc l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. C'est quand même des communautés plus conventionnelles. On ressent moins cette liberté et c'est peut-être pas qu'elle existe moins, mais elle est moins latine. Alors, donc, c'est intéressant. À l'intérieur du Canada, on a plusieurs pays. Mais c'est ça. De toute façon, il y a largement la place d'en mettre. Il y a la place pour mettre 15 France, même si c'est un peu triché parce que il y a quand même toute une partie du Canada qui est vraiment très peu habité et assez peu habitable. Mais enfin bon, le pays est quand même absolument gigantesque et c'est vrai que ça se ressent bien ici. D'ailleurs, dans la fierté d'être québécois, que je ressens vraiment très très fort. Hein. Elle est théorisée sur plein de choses, mais beaucoup on le ressent très 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 fort. On sent que par presque contraste, il y a aussi la fierté de ne pas être d'une autre province. Ouais, je comprends. Voilà. On est à Ottawa ou on est à Gatineau. Oui, non, mais c'est vrai. Puis là, je me réentends dire, il y a plusieurs pays. C'est plutôt que je devrais dire, premièrement, on est organisé dans un système de confédération. Donc, les provinces veillent à bien garder leur culture avec un grand C, c'est-à-dire que on a une fierté d'appartenance à chacune de nos provinces. Je pense que c'est mieux dit. C'est-à-dire qu'on est attaché aux attributs spécifiques de l'une ou l'autre des provinces. Et on travaille au quotidien, et pas seulement au Québec. On va dans n'importe quelle province, aller dans les provinces de l'Atlantique, et eux se présentent plus comme une région que les provinces fragmentées, mais il y a une fierté d'appartenance à sa province. Et quand on y vit, on nourrit cette fierté-là. Puis moi, je trouve que c'est bien, surtout de par la grandeur du territoire canadien. Je trouve que ça nourrit une grande diversité, ça laisse libre cours aussi à faire grandir des idées de différentes façons parce que il n'y a pas une société qui détient la vérité sur l'autre. Mais ça donne naissance à des conversations musclées. Ça, j'en ai remarqué quelques-unes. Mais, alors, conversation musclée, je suis d'accord. Et là aussi, une autre différence que moi je pointe avec la France. Conversation musclée, mais je trouve conversation argumentée. Et conversation, je vais dire, comment dire ça,
Limité, limité, je veux dire encadré, plutôt voilà, plutôt encadré. C'est-à-dire que les débats en France ont une légère tendance à partir en sucette en moins de deux, quoi. C'est-à-dire que on commence par parler d'un sujet précis et on termine la conversation, si on la termine un jour d'ailleurs, ce qui est rarement le cas, en ayant parlé de complètement autre chose. Ici, il y a des lieux où on discute, où on s'oppose, on fait valoir les arguments, mais il n'y a pas d'entêtement. Il y a un moment donné, on passe à autre chose. Éventuellement, on y revient, mais la manière de gérer le débat, C'est alors, pas du tout pareil. est pas du tout pareil. D'ailleurs, des fois, je reviens au livre de Jean-Marc Léger, mais aussi à un autre livre de Marie-France Bazot, qui est une personnalité du monde des médias ici, qui a écrit un livre Nous méritons mieux, dans lequel elle pointe la difficulté dans les médias à organiser des débats, parce que notamment au Québec, il y a cette culture du consensus, pas de chicane, pas de chicane entre nous, qui parfois peut être limitée, mais c'est vrai. Et j'aimerais bien pouvoir en discuter aussi avec elle, parce que à côté de ça, je comprends qu'elle puisse se dire c'est un peu dommage que ces débats soient pas un peu plus mis en avant. Mais alors pour moi, qu'est-ce que c'est reposant? Qu'est-ce que c'est reposant? Mais Marie-France, elle a un peu de vous parce que sa ville favorite et le même pied à terre, c'est Paris. Alors, c'est pour ça. oui, c'est vrai que dans le livre, elle fait énormément de comparaisons et il y a des fois, je me dis non. Et elle a produit toute sa carrière durant et encore maintenant, mais c'est celle qui a produit les meilleures émissions à la télé sur format débat. Et très souvent, c'est elle qui les anime et elle est excellente parce que Marie-France a une très grande curiosité et une très large curiosité. Et je pense que pour débattre comme elle aime débattre, faut d'abord avoir ce point-là également. Et c'est pas tout le monde non plus qui a la Tout le monde verve est pas armé. Ouais. et, je veux dire, ça peut être très intimidant aussi Oui, le débat. faut être armé et faut savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas. Voilà, c'est Moi, je vais vous amener à Jean-Michel et à ceux et celles qui nous ou vous écoutent, mais qui nous écoutent. Qui nous écoutent aujourd'hui, en tout cas. C'est toute la question de la francophonie. Donc, on est bien reconnu au Québec comme une province francophone. On l'assume. Il y a la loi 101, qui est cette fameuse loi dans les années 70 qui dicte que le français est la langue de la province. Entre parenthèses, c'est la seule province au Canada qui est une province francophone, le Québec. Il y a une province qui est officiellement reconnue comme étant bilingue, et c'est le Nouveau-Brunswick, là où votre ami réside. Et toutes les autres provinces sont des provinces anglophones, mais où ils ont certaines obligations de service dans les deux langues, particulièrement lorsque ce sont des services du gouvernement fédéral. Et le point que je veux faire ici, c'est que souvent, on pense que les francophones au Canada sont au Québec. C'est pas une fausseté, c'est une grande vérité, mais pas uniquement. Il y a des communautés francophones qui vivent en minorité, en situation minoritaire, entre autres à Winnipeg, au Manitoba. La communauté franco-manitobaine est la plus importante à l'extérieur du Québec. Importante communauté francophone en Atlantique, entre autres au Nouveau-Brunswick. On en retrouve également des communautés francophones en situation minoritaire en Alberta et de plus en plus et en Colombie-Britannique. Colombie-Britannique et Alberta, c'est probablement là où il y a la plus forte croissance, peut-être pas le plus grand nombre, mais la plus forte croissance. On le voit entre autres par le nombre d'inscriptions d'enfants qui sont soit entrés ou sur les listes d'attente pour étudier en français langue première. Dans ces provinces qui sont anglophones et qui fonctionnent au quotidien en anglais. Avec l'anglais. Et moi, comme Québécoise, jusqu'à l'âge de peut-être début vingtaine, j'assume totalement de vous dire que je ne connaissais pas vraiment cette dynamique d'une francophonie pan-canadienne.
Et le père de mon fils est franco-manitobain. Et là, j'ai été exposée à des communautés francophones en situation minoritaire. Et là, c'est là où on s'aperçoit que au Québec, au quotidien, on se bat, et je choisis mes mots, on se bat, on milite pas, on se bat pour que la langue française demeure notre langue du quotidien. Quand on arrive dans ces communautés minoritaires, les parents, Jean-Michel, peuvent faire 3 fois plus de routes pour aller faire jouer ses enfants au soccer ou au hockey pour que ça se passe en français. Ils vont faire beaucoup plus de routes pour que leurs enfants soient dans des écoles francophones. Alors, l'effort que ça exige de la part des parents pour que le français demeure la langue parlée, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et très souvent, les Québécois, les Québécoises, et ici, quand j'en parle en France, ils réalisent pas non plus. Parce que moi, je dis toujours aux Français et aux Françaises d'arrêter d'injecter autant de mots anglais qui existent en français. Mais les Français n'ont jamais été exposés à ce que la langue française disparaisse de la France. C'est pas un enjeu. Hein? Tandis qu'au Québec, nous, c'est plus qu'on l'a vécu, les francophones longtemps ont été peut-être pas en minorité en nombre, mais en minorité à la parler, cette langue. Et il n'y a pas beaucoup de générations derrière nous où l'économie, elle était anglophone, où l'éducation était anglophone, mais la seule chose qu'on avait de francophone, c'était l'Église. C'est sûr que le mot combat, il est pas galvaudé. Hein. La loi 101 dont on parlait il y a quelques secondes, évidemment, avant de mettre le pied ici, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Il a suffi que je passe une petite semaine et que je regarde quelques journaux d'information, et encore, j'étais pas en train de, pour reprendre un terme anglais, hein, désolé Isabelle, de binge-watcher comme on dit en bon français, juste quelques journaux d'information, et la loi 101 m'est apparue comme un sujet récurrent, où là on sent que tout le monde est tout de suite très motivé. On attend d'ailleurs une loi ou une proposition de loi du ministre de la francophonie, du ministre provincial, pour savoir s'il va la renforcer, s'il va la modifier. Il y a eu un test qui a démontré que de plus en plus la langue du commerce à Montréal était l'anglais, et évidemment ça a choqué tout le monde et c'est devenu un vrai sujet polémique. C'est un combat. C'est vrai que j'ignorais j'étais complètement passé à côté du fait que c'est un combat qui va au-delà des frontières des Québec et du coup, alors là, j'imagine très bien effectivement se retrouver en une petite communauté francophone dans une province qui est entièrement anglophone. Expliquons un peu aux auditeurs et auditrices la loi 101. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai dirigé une entreprise au Québec qui a été, malgré elle ou non, dans le tourbillon de cette loi 101. On se ramène dans les années 70. C'est un gouvernement séparatiste qui est à la tête de la province du Québec. Et on décide de déclarer la province comme province francophone. Elle était déjà reconnue ainsi, mais on décide de légiférer, ce qui est beaucoup plus rare au Canada et au Québec qu'en France. En France, vous légiférez beaucoup. Pour tout. Pour tout. Ici, je dois vous dire, dans mon pays, on légifère beaucoup moins. Mais pour la langue française, on a décidé d'agir via la législation au Québec dans les années 70. Et la loi 101, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est que la province de Québec est une province francophone et le français, pas que le français doit primer, mais le français est la langue parlée, la langue vécue. Donc, entre autres, pour les entreprises, ça veut dire que les clients sont servis en français, que les employés des entreprises doivent vivre en français
dans les entreprises, dans les organisations. Et si on veut servir, et si on veut offrir à nos clients de les servir dans une autre langue ou dans d'autres langues, c'est le choix de l'entreprise, mais le français est la langue parlée, la langue vécue. Alors Sun Life, qui est une entreprise d'assurance vie, qui a été créée à Montréal par un Écossais il y a 150 plus années, bien installé à Montréal. D'ailleurs, vous avez peut-être vu le fameux édifice historique de la Sun Life sur la rue Metcalfe, qui a été longtemps, Jean-Michel, l'édifice le plus haut du Commonwealth. Imaginez-vous. De tout le Commonwealth. Oui, monsieur. On a perdu, parce qu'il n'est pas tellement haut, hein, il y a eu 8 étages. Oui, mais enfin, ça a duré longtemps. Oui, c'est ça. Et là, l'entreprise décide, la haute direction décide que ce sera invivable et déclare publiquement que ce sera impossible de connaître une croissance dans ces règles. Donc, avec trompette et tambour, décide de déménager le siège social à Toronto. Et ça a été le début de déménagement de sièges sociaux de Montréal à Toronto. Il y a plein d'autres compagnies qui l'ont fait avec plus de discrétion. Et donc, moi, j'imagine bien le choc. Voilà. Et moi, j'ai pris la direction de la présidence de Sun Life Québec année 2000, j'ai le goût de dire 2010. Et c'était la première fois que Sun Life osait se redonner une vie plutôt publique à la québécoise. Mais il a fallu briser des tabous, ou plutôt parler de certains tabous. Mais les règles, je vous donne un exemple pour vous qui vivez pas au Québec, là. Cette loi 101-là exige pour les grandes entreprises, comme une entreprise comme Sun Life, ou les banques, ou les grandes entreprises à charte fédérale, ça oblige jusqu'à ce que le clavier de ton téléphone soit en français. Alors, puis il y a des inspecteurs. Ouais, il y a des inspecteurs qui peuvent venir en entreprise cocher les boîtes ou non du respect de la loi 101. Donc, et là, ce que la ministre Joly fait avec la modernisation des langues officielles, les langues officielles est une loi au fédéral, la loi 101 est au provincial, et quand même ce que la ministre Joly veut faire avec la modernisation de la loi des langues officielles, parce qu'au Canada, on reconnaît qu'il y a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Ce que la ministre veut faire, c'est que de plus en plus, dans les dernières années, cette loi, qui était initialement une loi pour la sauvegarde, entre autres du français, parce qu'elle est en minorité au Canada, a donné place à une protection égale de l'anglais et du français. Et là, les gens diraient, il faut les protéger également et de façon équitable. Moi, je dis oui de façon équitable, mais pas nécessairement de façon égale. C'est-à-dire qu'étant donné que le français est en minorité à plusieurs endroits, la ministre Joly veut, avec cette modernisation, ramener plus de protection pour la langue française en raison de sa position minoritaire. Sacré enjeu, sacré débat, sacré chantier. Ouais, là, ça fait appel à ce qu'on a dans l'estomac et dans le cœur. Ouais, c'est sûr que pour le coup, faut de l'engagement politique. Ouais. Faut vraiment de l'engagement politique. On va sortir un tout petit peu de la francophonie. Il y a une autre chose dans la personnalité, alors plus des Canadiens cette fois-ci, et sur le côté international. Je le disais dans l'introduction, beaucoup des acteurs, comment dire, souvent en rigolant en France, on dit qu'un bon chanteur français, en général, il est soit belge, soit québécois. Et en regardant un petit peu la liste des personnalités du monde de la culture du Canada, je me suis fait la remarque qu'un bon acteur américain était souvent un bon acteur canadien, en fait. J'en ai cité pas mal. J'ai Mike Myers,
qui a fait Austin Powers, Jim Carrey, Michael J. Fox, Retour vers le futur, Pamela Anderson, William Shatner, Star Trek, voilà, Ouais, ça date ouais, un peu, mais quand même c'est mythique. Jason ouais. Priestley, le Brandon de Beverly Hills, il vient du Canada et pas de Beverly Hills. Kim Cattrall qui a joué dans Sex and the City, et même pour encore plus récent, on a Ryan Gosling Ouais. et Ryan Reynolds aussi. Et franchement, j'ai fait une liste clairement non exhaustive. La chose qui m'étonnait, c'est déjà, bon, la densité, la capacité à s'exporter et une certaine dualité. Je m'explique. Ces acteurs-là ne cachent pas qu'ils sont canadiens, mais ne le revendiquent pas de manière outrancière non plus. Je m'explique. Un Français qui va à l'étranger, Gérard Depardieu, par exemple, indépendamment de l'accent, mais il va pas se passer à peu près 10 secondes sans qu'on pose tout de suite le fait, il est français. Voilà. Et puis si on le fait pas pour lui, il va le faire lui-même parce que faut quand même pas déconner. Tous ces acteurs-là pourraient faire entièrement leur carrière, j'allais dire aux États-Unis, mais du coup c'est des carrières internationales, sans qu'on le sache. Et pourtant, ils gardent tous, si on leur en parle, ils gardent tous une fierté. Je pensais notamment à Ryan Reynolds, qui c'est dans dans les pseudos qu'il utilise sur les réseaux sociaux, il utilise toujours Van parce que je crois qu'il vient de Vancouver. Voilà, il le rappelle. C'est discret, mais voilà, il y a une certaine humilité d'un côté et en même temps une vraie fierté. Je trouve qu'il y a un contraste dans cette manière de s'ouvrir au monde. Ben, moi, je trouve que la meilleure expression pour expliquer ce que vous venez de dire et bien plus, c'est qu'on est reconnu comme des good Canadians. Et en grande majorité, ça joue pour nous. Des fois, ça joue contre nous parce que dans good Canadian, il y a le mot humilité aussi. On est très humble dans l'approche qu'on a face au succès. C'est une valeur canadienne, l'humilité. Et je pense aussi que ces acteurs canadiens veulent pas aller là où les acteurs américains vont. C'est un peu aussi une réaction sel-poivre là où Oui, forcément. Ouais. Un effet miroir. De ne pas vouloir afficher ce patriotisme. C'est pas qu'ils veulent pas l'afficher, mais ils veulent pas surjouer cette carte-là. Mais je pense que c'est surtout humilité et good canadienne en ne voulant pas prendre trop de place, en ne voulant pas trop déranger. On est toujours bien tempéré dans tout, les Canadiens. C'est rare qu'on tombe dans l'excès. C'est ça, rarement. Et je trouve que les Canadiens, l'exemple que j'ai donné là avec ces acteurs, alors j'aurais pu en rajouter plein d'autres dans la musique, hein. The Weeknd, Justin Bieber pour les plus récents, Kate Ranada qui un DJ qui vient de recevoir plein de récompenses au dernier Grammy, je crois. Tous ces gens-là effectivement se fondent partout où ils vont. Se fondent. C'est-à-dire qu'un chanteur ou une chanteuse canadienne, québécoise en l'occurrence, qui arrive à Paris, devient très vite une chanteuse française. Et d'ailleurs, on va dire, c'est un chanteur ou une chanteuse française. Bon, en même temps, nous, on a une légère tendance à s'accaparer tout ce qui est bien et voilà. Voilà. Mais aux États-Unis, ça devient des acteurs américains. Certains font carrière effectivement en Australie. Bon, alors, ok, c'est le Commonwealth, mais quand même, il y a une capacité à se fondre, ouais, à s'adapter à l'environnement. Alors d'ailleurs, c'est vraiment pour le coup de la grosse psychologie de comptoir et voilà. Mais je me demandais, c'est ici, j'ai ressenti un rapport à l'environnement et là j'entends environnement, voilà, la nature, l'écologie qui est probablement plus fort qu'ailleurs, en tout cas sur ce que moi j'ai pu voir. Et je me demandais si c'est dans la culture, c'est dans l'éducation. Et est-ce que du coup, ça ne rejaillissait pas sur cette capacité à se fondre dans l'environnement, mais aussi dans l'environnement social d'un pays qui rendrait peut-être les Canadiens plus exportables que d'autres?
Moi, je reviens à mon point de cette société aplanie, peu hiérarchisée. Je trouve que on est bien, nous, avec le terme égalitaire. On n'est pas, on n'est pas très confortable à briller trop pour faire l'ombre à l'autre. Je comprends. Puis je le sens beaucoup ici. Je comprends aussi. Sauf que moi, je suis pas une diplomate de carrière, alors j'arrive du secteur J'allais y venir. Ouais. J'arrive du secteur privé, et dans le secteur privé, on est habitué à beaucoup plus jouer du coudre, et beaucoup de Français m'ont dit depuis 4 ans que c'est rare qu'une Canadienne s'affirme aussi haut et fort. Eh ben oui. Pour faire le point de... Parce que je trouve que souvent, on a une réaction de good Canadian, de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir brusquer, et de surtout pas trop faire d'ombre à l'autre. Ouais. Pas de chicane. Oui, c'est ça. Pas de chicane. Alors justement... Mais je trouve que c'est une force, mais trop de cette humilité peut jouer contre nous. Forcément. Il faut faire attention quand même. Ouais. Et justement, c'est un point, pas forcément y passer très longtemps, mais qui est, je trouve, assez, peut-être en tout cas, significatif de ce qu'est la personnalité, la culture et la société canadienne et québécoise. Au Canada, on peut nommer une ambassadrice qui n'est pas une politique ou une diplomate de carrière, et pas dans n'importe quel pays. La France, un pays du G7 quand même, et qui forcément pour les relations avec le Canada est un pays qui compte. J'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas forcément énormément de pays sur lesquels on aurait été capable de faire ça. Alors, notre diplomatie au Canada est organisée de façon très similaire à la diplomatie britannique et française. C'est-à-dire que on sort de l'université, on veut œuvrer en diplomatie, on passe le concours des affaires extérieures, on est retenu, et là, on passe à travers différents postes et au Canada et à l'étranger, et un petit pourcentage, mais néanmoins un pourcentage de ces gens du service extérieur deviennent ambassadeurs ou ambassadrices. Par contre, au Canada, le premier ministre, tous les premiers ministres canadiens se sont toujours gardés le privilège d'autoriser les nominations des ambassadeurs, ambassadrices dans les grands pays, et majoritairement, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés à ces postes, sauf que tous les premiers ministres canadiens se sont aussi gardés le privilège de pouvoir nommer des personnes externes de la fonction publique. Très, très rare, lorsqu'ils le font, qu'on vient du secteur économique. Parce que, puis c'est pas parce que les premiers ministres ont pas le goût de nommer des dirigeants d'affaires, mais c'est toute une décision de quitter le secteur privé pour rentrer dans la machine gouvernementale. Mais le premier ministre Trudeau, en 2017, a décidé, après la négociation du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, que sur le socle de l'amitié, sur lequel est appuyée la relation bilatérale entre la France et le Canada, le premier ministre voulait donner une saveur économique également à cette relation. À cette amitié. Et il voulait également jouer de son influence, l'influence du pays, pour faire bouger la question de l'égalité femmes-hommes. On y vient. Et je répondais à ces deux... Oui, à ces deux critères, et hop, la case était cochée. Et la case était d'autant plus cochée, c'est le dernier point sur lequel je voulais qu'on intervienne, parce que je vois que l'émission est en train de déborder en termes de timing, c'est absolument fou, on pourrait y passer des heures. L'effet A. L'effet A.
une petite intro là-dessus. Quand je parle de la dimension internationale du Canada et en l'occurrence du Québec, moi je constate que beaucoup de femmes sont malgré tout mises en avant. Voilà. Parler de Céline Dion, et évidemment Céline Dion, mais Farah Alibay par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui pilote actuellement Persévérance sur Mars. Bon, elle le fait de la Terre, hein, mais voilà, le robot lui il est sur Mars, fait absolument le tour des médias. En France aussi d'ailleurs, j'ai vu, parce que maintenant sa famille est installée en France, donc on a décidé qu'elle était franco-québécoise. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, voilà, on récupère tout. Mais voilà, je trouve qu'ici, plus qu'ailleurs, les femmes accèdent à des postes de direction, notamment Sun Life, des postes d'ambassadrices, des choses comme ça. Mais ça reste un sujet. Et là où en France, où j'avais l'impression que nos politiques, effectivement, on fait des lois. Si on fait pas des lois, c'est qu'on fait rien. Donc il faut faire des lois, sinon c'est de l'inaction. Donc on va dire notre prisme, c'est plutôt d'essayer de corriger le système pour permettre aux femmes de prendre toute leur place. Et avec l'effet A, qui a été cofondé, je crois, par une certaine Isabelle Hudon, qui n'était pas encore ambassadrice, j'ai l'impression que là, on va en parler, je vais laisser en parler qui sait, évidemment, mais que on agit directement sur les femmes elles-mêmes pour les inciter à prendre toute leur place et en gros être très volontariste, puisque il n'y a plus qu'à. L'effet A. Je veux bien quelques mots dessus. Ouais, donc l'effet A pour ambition, parce que je ne suis pas de celles qui croient que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais je suis de celles qui croient que les femmes sont beaucoup plus timides à faire vivre leur ambition pour différentes raisons, d'une surabondance d'humilité, de ce syndrome de l'imposteur qu'on appelle ici en France l'autocensure, de se donner nous-mêmes des limites, se faisant à croire qu'on vole la place de quelqu'un, qu'on n'est pas assez expérimenté, qu'on sera pas assez aimé, enfin. Ça pour dire que depuis que j'ai pris poste de PDG à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans les années 2000, j'ai constaté, moi j'ai jamais senti le plafond de verre. J'ai jamais trop remarqué les obstacles devant moi. Je dis pas que j'en ai jamais eu, mais je me suis jamais vraiment arrêtée. Mais j'ai trop vu de jeunes et moins jeunes femmes ne pas se permettre de faire vivre leur ambition. Et lorsque je suis arrivée à la Chambre de commerce, pendant une année après ma nomination, j'avais 34 ans lorsque j'ai pris ce poste, j'étais prête à recevoir tous les commentaires, genre « Oh mon Dieu, une si jeune présidente. Oh mon Dieu, la première fois que tu es numéro 1 et dans un poste aussi public. Oh mon Dieu, président d'une chambre de commerce et tu as jamais dirigé ton entreprise. » Vous voyez, là, la longue liste. Ça n'a pas été ça du tout. Pendant plus qu'une année durant, oh mon Dieu, la première femme. C'est spectaculaire, c'est impressionnant, c'est trop rare. Au bout de 6 mois, je me disais, bon, tu passes à un autre argument. Oui, ça serait bien. Et là, je me suis rendu compte que les modèles sont importants et que, j'ai bien dit les modèles parce que je ne me vois pas comme le modèle, mais un modèle. Mais un modèle, oui. Et que lorsqu'on a le privilège de gravir les échelons dans notre carrière, on a aussi le devoir de redonner à la communauté. Et moi, j'ai décidé de devenir militante, voire battante sur cet enjeu. Et de parler et d'avoir un discours pour tous. C'est-à-dire que, oui, je parle aux leaders d'aujourd'hui pour leur dire, il faut faire plus de place aux femmes. Mais je parle aux femmes également, en leur disant, si vous voulez accéder à ces postes-là, c'est possible. Mais je vous suggère de développer votre confiance, de développer vos habiletés d'influence et de négociatrice. Parce que moi, dans mon parcours, et quand je regarde autour de moi, hommes et femmes, ces 3 habilités sont ô combien importantes
pour déployer nos ambitions et réussir à atteindre nos objectifs. Et là, l'EFEA est une expérience sur 100 jours consécutifs, une expérience virtuelle de cohortes de participantes qu'on expose à des réflexions, qu'on expose à des leaders féminins pour leur montrer que c'est possible. Parce que, particulièrement les femmes, on y croit quand on le voit. Et on n'est vraiment pas bonne à mettre en place quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ouais, faut pas s'arrêter à la théorie. Et puis, donc, j'ai sur un instinct de poser un geste par jour pour la cause, un défi que je me suis lancé à moi-même il y a une dizaine d'années, est venue l'idée de l'EFEA. Et vraiment, là, c'était un instinct. Et 7 ans plus tard, l'EFEA est maintenant offert en français et en anglais, en Amérique du Nord, en France, en Suisse et maintenant en Asie, avec 4000 diplômés à ce jour. C'est, je le dis, la réalisation qui me rend le plus fière de ma carrière. Et pourtant, il y en a eu quelques-unes des réalisations. Oui, et puis je suis très fière d'être ambassadrice, là, ça diminue en rien, mais d'avoir trouvé le ton, la manière, le filon aussi, d'aller parler à ces femmes, et on fait des sondages 1 année, 2 années, là je dis nous, je n'y suis plus, là, mais on fait des sondages en m'excluant auprès de ces diplômés 1 année, 2 années après avoir fait le 100 jours. Et ces femmes ont souvent eu 2 à 3 promotions. Souvent, ces femmes rentrent dans le mouvement de l'EFEA sans jamais avoir pu gérer des équipes. Plus de 60% d'entre elles, après, deviennent gestionnaires d'équipe. Alors, c'est pas seulement l'EFEA, mais quand même, ça a une... Ah, ça compte, hein, ça compte. On en discutait juste un peu avant. J'ai une amie québécoise qui a participé au programme. L'une de ces nombreuses personnes qui m'ont dit il faut absolument que tu arrives à choper Isabelle Hudon pour l'interviewer dans ton émission. Ça n'a pas été très compliqué, hein, Jean-Michel. Mais alors c'est un autre point. Ça a clairement pas été compliqué, mais du tout. Et vous voulez une autre différence entre la France et le Québec? Je pense très sincèrement que si j'avais voulu trouver le même style de personnalité en France et l'avoir à mon micro, je serais toujours en train de ramer. Voilà. Et là, ça a été une prise de contact sur un réseau social, je sais plus, une adresse courriel, et ça s'est fait comme ça, en moins de 2. C'est plus qu'appréciable, je remercie encore, mais voilà. C'est vrai que ça n'a pas été compliqué, mais pour en revenir à mon ami, ça a clairement changé radicalement sa vie professionnelle, mais au-delà. Moi, je pense que ce que ça change le plus, l'EFEA, c'est la posture mentale. La posture mentale de comment on se voit, de comment on voit l'autre, et cette façon de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tous et qu'on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et je dis souvent aux participantes de l'EFEA, parce que je suis encore très impliquée à donner des conférences et tout, qu'il faut absolument qu'elles se détachent du besoin ultime de la perfection et qu'elles visent la performance. Et votre année et les 4 autres 1000 diplômés, ce que ça change le plus, c'est la posture mentale. Moi, c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce que dans ma vie d'avant, ma vie en France, j'ai été chef d'entreprise pendant pas mal de temps moi aussi, et j'ai embauché. Et pourtant, j'ai toujours eu des équipes assez féminines, voilà. Et c'est vrai que j'y réfléchis, je me suis dit, mais combien de fois est-ce qu'une femme est venue me demander une augmentation? C'est rare. D'ailleurs, sur ce thème-là, je pourrais vous inviter, Jean-Michel, quand je dirais à l'équipe de l'EFEA de vous inclure pour voir cet atelier-là, mais quand on parle de négociation, on parle toujours de négociation de salaire. Et si tu négocies mal ton premier salaire, tu laisses à vie 2 millions derrière toi. Là, quand tu dis ça aux femmes... Ouais, ça pique un peu. Ouais. Mais
Enfin. Non, mais c'est ça, parce que moi, c'était rare. Et alors, il y a eu des cas à part, mais très souvent, pour celles qui le faisaient, on sentait un inconfort. C'est-à-dire que j'avais des mecs qui venaient dans mon bureau pour me demander, et clairement, ils avaient rien fait. Dans l'absolu, ils avaient aucun argument, tu sais tout, mais ils y allaient, cash, boum, voilà, il me faut de l'argent. Et on sentait qu'il y avait zéro doute. Et clairement, pourtant, quand on regardait le background derrière, il y avait de quoi douter. Hein. Mais non, ils avaient zéro doute. Et à l'inverse, j'avais des femmes qui, quand elles venaient, le faisaient toujours après pas mal de temps, après avoir accompli des montagnes de travail et avoir eu des sacrées performances, et qui presque, je m'excuse de déranger, je voudrais pas, non. Alors éventuellement, si peut-être et tout, si ça dérange pas, très étonnant, Et là, c'est vraiment un biais culturel. C'est un biais culturel parce que, ouais, pour ça que ce programme m'a tellement plu, parce que dans l'idée d'agir vraiment sur elles, non pas pour leur donner des atouts entre guillemets, parce qu'elles les ont, mais juste simplement faire en sorte de leur révéler et qu'elles s'autorisent juste à les exploiter. Ouais. Voilà, moi, le papa de 3 filles que je suis est très très sensible au sujet. Voilà. Ben moi, je regarde notre petite fille Mila, et elle déborde de confiance depuis sa jeunesse, depuis sa très très jeune jeunesse. Et là, elle a 9 ans, Mila. Et là, je la côtoie beaucoup plus virtuellement. Et là, je commence à voir des signes où la confiance fléchit un peu. Ah oui? Et c'est un effort continu de conversation avec nos petites filles. Parce que c'est bien sûr comment on éduque nos filles, mais c'est comment la société forge. Oui, c'est ça, parce qu'il y a ce qu'on peut faire nous, comme parents, ou même, pour reprendre l'exemple d'avant, comme chef d'entreprise, comme voilà, comme manager. Mais il y a la société derrière, quoi. Il y a un moment donné, on peut pas difficilement lutter tout seul avec ses petits bras musclés contre 70 millions de personnes, quoi. Mais c'est combien important, par contre, que ce que moi je dis aux leaders, c'est qu'il faut parler haut et fort de cet enjeu et poser des gestes visibles en faveur de l'égalité. Comme par exemple, souvent, c'est un biais inconscient, mais de donner une promotion à une femme qui est à la veille de partir pour un congé de maternité, peu importe les blocages, là, quand tu le fais, c'est drôlement remarqué dans l'organisation. Ça, moi, je dis aux leaders, là, ça n'a pas besoin d'être un congrès de 10 jours sur l'égalité femmes-hommes. Pose des gestes. Ouais, pose des gestes, oui. Des actes. Ouais, ça crée une tension positive pour que on change nos façons de faire. Et la grande différence entre la France et le Canada, c'est que la France légifère beaucoup c'est ça. Et oblige avec des quotas. Puis je donne l'exemple de la diplomatie. Ici, au Quai d'Orsay, donc le Quai d'Orsay en France, c'est l'endroit où vit la diplomatie. Donc, on veut absolument atteindre une certaine parité dans la représentation française à l'international. On a des quotas, donc on vise des pourcentages X. Quand on n'y arrive pas, on fait payer les hauts gestionnaires. On sanctionne. Ben, on a fait bouger en 7 ans, je pense, la diplomatie française de 22 à 20, je vais dire 27%. Okay? Je pense que je suis généreuse. En 2015, lorsque le premier ministre Trudeau a été élu et qui a déclaré « Je suis féministe » et pourquoi? Ben parce qu'on est en 2015, a été sa réponse. Lui a décidé qu'il assumait totalement d'être féministe, c'est-à-dire de croire de l'égalité femmes-hommes et de reconnaître qu'on n'y était pas arrivé et de poser des gestes concrets. Et lui, il a décidé que sa diplomatie deviendrait paritaire et en moins de 4 ans, elle est passée de 23 à 50%. Donc, on est maintenant 50% d'ambassadrices et dans des pays comme États-Unis, France, Rome, Union européenne, des postes... Ouais, des postes importants. Postes importants. Pas des postes, on va dire, planqués, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est culturel, voilà. On est clairement dans un pays volontariste au Canada. Oui.
je trouve. Ouais. Voilà. Et en France, parfois, la volonté effectivement est étouffée par une volonté de formalisme, il faut légiférer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, si on fait pas une loi, on a l'impression qu'on fait rien. Et d'ailleurs, la population demande des lois. Bon, de mon point de vue, il ferait mieux de demander des résultats, mais elle demande des lois. Voilà. Isabelle, c'était absolument passionnant. J'ai mon petit compteur devant moi. On en est à 1h22. On a battu tous les records de l'émission. J'espère qu'il n'y avait pas de rendez-vous derrière, parce que j'ai quand même monopolisé une ambassadrice en France pendant 1h22. Je ne saurais que trop dire merci. J'ai encore quelques petites choses à demander. Il va me falloir, mais hors antenne évidemment, les coordonnées de Kim Thuy. Voilà, c'est sûr que je vais lui proposer. Et juste adresser un énorme merci, un coucou à la France, que j'aime quand même. Voilà, même si je suis venu m'installer ici. Ouais, voilà. J'espère qu'il fait beau, il fait un peu fret ici. Voilà, je suis bien dans le titre de l'émission là. Et il fait très beau et il fait exactement la même température qu'à la même date l'année dernière. À la même date l'année dernière, on était dans le premier confinement très sévère. Oui, le ciel bleu, le gros soleil et les feuilles qui sont sorties dans les arbres en moins de 3 jours. Alors, ouais. Nous, on avait un petit ressenti. Nous, on avait un petit ressenti à moins 12 ce matin. Voilà, on a eu une petite vague de frais qui est arrivée. Mais ceci dit, même quand il fait froid, la lumière extérieure, aujourd'hui, le ciel est entièrement dégagé. On a vraiment, si on regarde par la fenêtre, on se dit c'est l'été. À peu de choses près, tellement le ciel est bleu et tellement il est beau. Voilà, peut-être que ça manque un peu, voilà. Mais par contre, la température, faut encore bien s'habiller. Je vous salue, je salue votre ambition de vouloir comprendre le Québec, le Canada et de le faire comprendre et découvrir et le Québec et le Canada à votre auditoire qui doit grandir à chaque jour. Il grandit bien. Je dis bonjour à mes compatriotes. Qui sont nombreux. Et aux différences culturelles, et les Français, réveillez-vous, ils réagissent beaucoup plus. C'est-à-dire que statistiquement, je suis plus écouté en France, mais ceux qui m'envoient des petits mots, ceux qui me proposent des invités, qui réagissent, qui donnent des trucs, ce sont des Québécois. Donc ils écoutent, voilà. Voilà. Alors je vous embrasse. Et merci beaucoup. Longue vie à Il fait fret. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Ciao, au revoir. Et voilà. Fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufret.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu fret, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu fret à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu fret, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir,
on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.